Attention, cet épisode contient des scènes assez flippantes avec des insectes géants qui mangent des gens. Si voir des insectes géants manger des gens vous fait flipper, nous vous conseillons de ne pas regarder cette vidéo. PS, si vous êtes un insecte géant et que vous regardez cette vidéo, n'y voyez rien de personnel. Bisous. J'adore ce film. J'adore ce film. J'adore ce film. J'adore ce film. King Kong. Source de films de qualité depuis 1933. Ouais, enfin, n'exagérons pas. Niveau qualité, il y en a quand même certains qui sont bien inférieurs à d'autres. Eh, pourquoi je me sens visé quand tu dis ça? Mais non, mais je parle pas forcément du tien. Ce que je veux dire, t'emballe pas, c'est du mien qui parle. Non mais attendez une seconde. Non mais Marketo, l'écoute pas. Dans mon film aussi, il y a des insectes géants. Oh, s'il te plaît, te mêle pas de ça. Hein. Toi et tes diplodocus en 3D mal fait. Diplodocus en 3D mal fait? On en parle. Où est-ce qu'il est? Ah, on en parle du brachiosaure tout pourri dans ton film là. Alors, attendez, t'es vraiment mauvaise foi. On va te coucher. Les gars, scène censurée, ça y est, nous saoule. Les gars. Définition. Le cinéma fantastique est un genre cinématographique regroupant des films faisant appel au surnaturel, à l'horreur ou au monstre. Il s'agit donc d'un genre en constante évolution, qui vient souvent fusionner avec d'autres genres, comme le slasher et la science-fiction. Ce qui fait le succès du fantastique, c'est bien évidemment la richesse de son vestiaire de monstres qui sont devenus des icônes dans la culture populaire. Les créatures les plus vieilles, telles que le loup-garou, Dracula et la momie, côtoient ainsi leurs héritiers, comme le xénomorphe d'Alien, et même les terrifiants oiseaux d'Hitchcock. Évidemment, nous n'allons pas vous faire ici une synthèse détaillée du genre fantastique, mais plutôt nous concentrer sur une de ses plus imposantes vedettes. Directement inspiré de la littérature fantastique européenne, King Kong est au départ un film américain réalisé en 1933, et mêlant diverses thématiques autour de la bestialité, l'aveuglement amoureux, ainsi que le fossé existant entre l'homme et la nature. Ce personnage simiesque est rapidement entré dans la culture populaire, la scène finale au sommet de l'Empire State Building étant la plus emblématique du film. Ce personnage a tellement plu qu'il a lancé la mode des monstres géants au cinéma, comme l'araignée de Tarantula, les fourmis de Zen, le monstre des temps perdus, et, d'une certaine manière, le Godzilla de la Toho japonaise. Par la suite, King Kong a connu de nombreux remakes, les versions les plus connues étant celles de 1976 et celles de 2005. Au Japon également, King Kong a été réadapté dans King Kong vs Godzilla, un film de kaiju que je vous conseille de mater si vous voulez vous marrer un bon coup. En parallèle, d'autres films ont vu le jour, notamment des suites. Mais ils sont souvent très pourris et n'apportent quasiment rien à l'histoire de base. Aussi, pour rédiger cet épisode, nous nous sommes concentrés sur les principales adaptations du personnage au cinéma, à savoir l'original de Marianne Cooper de 1933, celle de John Guillermin sortie en 1976, et bien évidemment la version de Peter Jackson datant de 2005. Alors avant de me faire lyncher, je tiens ici à rendre hommage à tous ces films qui seront ignorés dans cette vidéo. Eh ben c'est cool, on vire les bouses qui ont fait un flop et on garde les bouses qui rapportent. Pardon. Nous pouvons dès lors nous concentrer sur les versions de Kong qui ont transcendé le cinéma. Ça va comme ça? Par contre faites gaffe, vous avez oublié la version de 2017.
Pardon, mauvaise allergie. Les 3 versions abordent donc les mêmes thèmes et suivent le même cheminement scénaristique. L'histoire se découpe toujours en 3 actes fondamentaux. Le premier acte s'étend du départ des héros jusqu'à l'arrivée sur l'île mystérieuse, ce qui nous laisse le temps d'en apprendre sur les différents personnages du film et leurs motivations. Il pourra s'agir d'explorer ce monde inconnu, d'aller y tourner un film. Ce premier acte se clôt quand les aventuriers arrivent sur l'île et y rencontrent des indigènes un peu chelous qui vont offrir le personnage féminin du film à la bête. Cette première partie fait référence à l'intérêt dont faisaient preuve les sociétés occidentales du début du XXe siècle pour l'imaginaire et les terres inconnues, alors que le monde civilisé avait colonisé et industrialisé une grande partie de notre planète. Le deuxième acte correspond à l'exploration de l'île du Crâne, ou Skull Island en version originale. Le film se tourne davantage vers l'horreur et le gore. On suit les marins dans leur périple pour retrouver la pauvre Andaro, prisonnière de Kong. Sur leur chemin, ils vont rencontrer toutes sortes de bestioles qui vont les attaquer. C'est en général la partie que les gens préfèrent. L'homme se retrouve complètement dépassé dans un écosystème qui a évolué sans lui. On comprend que toute cette faune fonctionne en autarcie totale du reste du monde. Et justement, l'arrivée de l'homme civilisé vient bousculer cet équilibre, ce qui explique pourquoi toutes les créatures du coin s'en prennent aux aventuriers. Là aussi, s'inspirant directement du roman Le Monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle, les adaptations proposent différentes approches. La version de 1933 présente quelques créatures qui pour l'époque étaient terrifiantes, bien qu'aujourd'hui, avec le recul... Attention, derrière toi, c'est affreux! C'est une des créatures! Étrangement, le film de 1976 rejette complètement cette partie. Et c'est là une des raisons pour lesquelles je ne supporte pas ce film. On se contente de suivre les personnages dans une randonnée super chiante qui dure 1 heure, et tout ce qu'on a, c'est un combat entre un serpent géant et Kong. Et puis, bonjour le message du film. En résumé, ça donne: on est des méchants américains qui veulent exploiter le pétrole de l'île pendant que le gentil hippie et sa gonzesse super chiante se la jouent défenseur des animaux. Allez, c'est bon, retourne te cuire un steak au soja. Et va te couper les cheveux, Pecno. Enfin, la version de 2005 prend la forme d'un véritable exultoire. Le second acte devient une espèce de suite de combats contre toutes sortes de monstres. Et comment dire, c'est trop fun. C'est lourd. En fait, c'est les deux à la fois. Au moins, on en a pour son fric et les bestioles sont bien faites. Surtout Kong, qui est animé en motion capture, c'est-à-dire en se basant sur les mouvements d'un comédien qui n'est autre qu'Andy Serkis, un acteur qui s'est spécialisé dans cette branche en jouant Gollum dans Seigneur des Anneaux, mais aussi César dans La Planète des Singes et plus récemment Snoke dans la nouvelle trilogie Star Wars. Mais pour revenir à King Kong, autant cette partie est vraiment très réussie, autant parfois ça fait un peu trop surenchère. Bon, cela est peut-être dû aussi au fait que la version de Peter Jackson dure 3 heures et des brouettes. À partir d'un certain moment, on finit par décrocher. Le troisième et dernier acte englobe toute la partie se déroulant à New York. Là encore, on a droit à une métaphore assez subtile, puisque la créature est présentée comme la 8e merveille du monde, sous-entendant que l'homme se croit assez fort pour dompter Kong, monstre de la nature, et en faire une bête de foire, qui va évidemment se libérer et mettre le foutoir en ville. Perdu dans cet environnement urbain, l'animal va alors se réfugier au sommet de l'Empire State Building, posant ici la métaphore de Kong qui retrouve sa place de roi en dominant la civilisation moderne, avant que cette même civilisation ne vienne le destituer à grands coups d'avions et de mitrailleuses. Et même si cela pourrait apparaître comme un dénouement des plus heureux pour les héros, une seconde analyse nous amène à y voir une conclusion finalement plutôt péjorative. La bête est morte, certes, mais quelle gloire peut en retirer cette humanité qui vient d'assassiner un animal paniqué et solitaire, dernier représentant d'une espèce disparue? D'ailleurs, la version de 1976, je la déteste. On a compris. Donc, la version de 1976 diverge étant donné que King Kong gravit cette fois le World Trade Center et se fait tuer par des hélicoptères, modernisant ainsi cette histoire tout en conservant cette critique de notre belle humanité civilisée. Ça te va? Ouais, on dira que ça passe. Moi, je suis pas d'accord. Ok, d'accord, le film de Peter Jackson, il fait 3 heures.
Mais ça reste un bon remake. Non mais attends, on n'a jamais dit que... Attends, laisse-le parler, ça devient intéressant. Alors que le cinéma hollywoodien s'enfonce douloureusement dans le fossé des remakes foireux, King Kong apparaît comme l'exception à la règle. Chaque adaptation a fait le choix de mettre en avant une partie du scénario. Ainsi, la version 76 est plus axée sur l'amourette entre Kong et sa belle, et la version de 2005 se concentre davantage sur la découverte de l'île, avec une montée en crescendo des monstres rencontrés, le point culminant étant la scène des insectes géants. Pour l'anecdote, dans le King Kong de 1933, une scène avec des insectes géants avait également été réalisée, mais les réactions de panique du public lors des projections tests de l'époque firent polémique, et la production décida tout simplement de couper cette partie. C'est plutôt ballot quand on sait que Merian Cooper, le réalisateur du premier King Kong, était justement très fier de cette scène qu'il jugeait comme étant la meilleure de son film. En réalisant la scène du canyon aux insectes dans son adaptation, Peter Jackson a ainsi rendu hommage à cette séquence perdue du film d'origine qui a depuis longtemps fini au bûcher. Si le sujet vous intéresse, Jackson s'est amusé à retourner cette séquence avec les effets spéciaux des années 30, en s'inspirant de vieux storyboards et de maquettes qui avaient survécu au ravage du temps. Si vous êtes fan de cette esthétique des années 30-40, je vous invite à mater cette séquence, ça vaut le coup. C'est là une des raisons pour lesquelles j'adore le travail de Jackson sur Kong, parce que l'on ressent l'implication et l'amour dont il a fait preuve pour réaliser sa version. La durée de 3 heures du film s'explique ainsi par le souci du détail de Jackson pour son œuvre. Il n'a tout simplement pas été capable de supprimer certaines parties de son film, justement par peur de le mutiler. Attends, j'avais cru comprendre que t'étais pas fan de cette adaptation. Ce n'est pas parce que je n'apprécie pas son rendu que je dois rester aveugle à des signes manifestes de méticulosité et d'affection. King Kong représente une sorte d'hybride entre l'homme et l'animal. Et chacune de ces adaptations tend plus ou moins vers l'un ou vers l'autre. La version de 33 est sans nul doute la plus humaine. Kong y apparaît comme un personnage un peu bené et facilement irritable, un peu comme un nourrisson qui veut tout détruire autour de lui quand il est énervé. La version de 76 marque alors une continuité par rapport à son prédécesseur, mais en même temps, on y voit un certain gain en maturité. Kong est plus adulte, il se montre plus attentif aux besoins de sa belle, et certaines scènes sont emplies d'allusions sexuelles flagrantes. Moi! Quoi? On peut montrer les passages faisant allusion au sexe dans King Kong? Sérieusement, c'est tout ce que t'as retenu? Mais bien sûr que oui! Bien sûr que oui, on va les montrer! Est-ce que je peux reprendre? Attends, ça dépend. Est-ce qu'il y a d'autres scènes érotiques qu'on n'a pas montrées? Non. Tu peux continuer. À l'inverse, la version de 2005 devient plus bestiale. Kong est avant tout un gorille géant. C'est la bête qui domine et la relation qu'il entretient avec Anne Darrow est plus proche du lien qui unirait un chien très intelligent et un humain. Kong a beau avoir des sentiments, il reste un animal. Et c'est justement ce qui va amener Anne à ressentir de l'empathie pour lui. Mais le personnage de la bête n'est pas le seul à avoir évolué. Parallèlement, le personnage de la belle a également vu certains changements au fil des remakes. Dans la version de 1933, Anne Darrow est une actrice naïve qui est complètement imperméable aux sentiments de Kong, et jusqu'à la fin, elle rejettera cet animal apeuré qui mourra dans le déni le plus total. La version de Peter Jackson est déjà plus sentimentale. Anne Darrow va se lier d'affection pour Kong. Attention, nous ne parlons pas d'amour, mais plutôt d'amitié. Anne a conscience qu'elle a face à elle un animal très intelligent, certes, mais un animal quand même. Le traitement que les New-Yorkais lui réservent apparaît à ses yeux comme une forme de cruauté envers les animaux assez brutale, dont le dénouement n'est pas aussi glorieux pour l'être humain, qui dans les faits s'est juste contenté de traquer et tuer une pauvre bête confuse en dehors de son élément naturel. Étonnamment, le personnage de Dwayne dans la version de 76 est la plus intéressante à observer. Il s'agit au départ d'un simple personnage fonction qui va d'abord détester Kong parce qu'elle ne voit en lui qu'un animal violent. La tendresse dont la bête fera preuve à son égard va l'amener progressivement à changer son jugement jusqu'à la scène finale où Dwayne va se rendre compte comment l'avidité humaine l'a aveuglé d'une part et paradoxalement l'humanité dont Kong a fait preuve tout au long du film.
Voilà, et c'est sur ces belles paroles que s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Oula, minute mon gars. T'as pas oublié un truc? Abonnez-vous à la chaîne et filez-moi des thunes. T'as pas un peu fait exprès de pas parler de Kong Skull Island? Mais je, je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. C'est vrai qu'on a un peu zappé cette version. Ah ben oui, vous avez raison. Comment ai-je pu oublier un tel chef-d'œuvre? Kong Skull Island, sorti cette année 2017, est une réadaptation complète du personnage. Cette version s'insère dans le Monsterverse, c'est-à-dire l'univers cinématographique de Kaiju que Legendary et Warner Bros ont mis en place, en parallèle de l'univers cinématographique d'ici. Ainsi, Warner Bros a posé les bases de 2 univers cinématographiques pour concurrencer Disney. Non, c'est pas ça. Non. Enfin non. C'est pour offrir des œuvres originales au public. Voilà, ça c'est classe. Kong Skull Island est donc le second film du Monsterverse, juste derrière Godzilla, sorti en 2014. La finalité de ce Monsterverse est de faire se confronter les 2 créatures en 2022 dans King Kong vs Godzilla. Toujours pour le plaisir du public, bien sûr. N'y pense même pas. Cette nouvelle adaptation a l'originalité à la fois de reprendre le thème de la bestialité, d'oublier la partie romantique, et de proposer la version la plus terrifiante de Skull Island. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Puriste, t'es pas d'accord? Oui, bien sûr, la plus terrifiante. Avec une araignée, un singe géant, un phasme, 2 mochetés et une grosse vache. J'ai jamais autant flippé. Ouais, mais c'est artistique. Il a fallu recréer toute une ambiance style 70s, guerre du Vietnam, tout ça. Oui, en effet, le background est bien maîtrisé. Au moins, ça rééquilibre un peu par rapport au scénario qui ne l'est pas du tout. Ah, mais il y a King Kong dans le film. On découvre une nouvelle adaptation, c'est cool. Vous aimez ça, non? Pourquoi vous faites pas votre analyse d'un télo lourdingue, là? Il y a des choses à dire, non, sur ce nouveau Kong? 5 minutes. Quoi, 5 minutes? 5 minutes, c'est approximativement le temps qui est laissé à Kong pour apparaître à l'écran. Dans la version de Peter Jackson aussi, on le voit pas très longtemps. Oui, sauf que ces quelques scènes suffisent à nous faire apprécier le personnage, à ressentir de l'empathie pour lui, et surtout à cerner sa confusion et sa panique quand il se retrouve à New York. À l'inverse, la version de Skull Island est plus brouillonne et réduit le rôle de Kong à un monstre des plus banals qui se bat contre des méchantes bébêtes. Surtout quand le film est juste une grosse bande-annonce pour King Kong vs Godzilla. C'est ça, allez-y, critiquez. En attendant, Kong Skull Island a rapporté un paquet de fric et on est déjà en train de préparer la suite. Et pas dans les dents. Bon, qui fait la conclusion dans tout ce bazar? Ce qu'il faut comprendre, c'est que King Kong n'est pas qu'une suite d'adaptations plus ou moins réussies. C'est avant tout une saga générationnelle. À l'instar de Star Wars de James Bond, toutes les générations ont connu leur version de Kong, que ce soit la version de 33, celle de 76, celle de 2005, même celle de 2017 d'une certaine manière. Il ne serait donc pas étonnant, dans une trentaine d'années, de voir une nouvelle adaptation émerger, justement pour la génération future qui pourra s'accaparer cette histoire. Et peut-être verra-t-on alors une nouvelle facette du personnage qui n'aura pas été exploitée auparavant. Oui, ou alors ce sera encore une abomination mercantile, avec beaucoup d'action et aucune philosophie. C'est ça, allez-y, critiquez autant que vous le voulez, mais n'oubliez pas l'adage, au cinéma, si ça rapporte, c'est que c'est bien.